Quand on aime, on est prêt à pardonner, on est prêt à supporter, on est prêt à faire du bien pour l'autre personne. Donc, ça dépend de la personne avec qui vous êtes dans la relation. Mais j'ai dit tout le temps aux gens, souvent dans cette société, on commence vers la fin et revenir au début. Cela veut dire, vous rencontrez avec personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites de rencontres. Les gens vont se rencontrer et directement, ils vont commencer par coucher ensemble avant de se connaître. Et directement, la relation qui devait commencer d'abord par la connaissance. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Regardez les qualités d'une personne à l'autre, mais ils vont commencer vers la fin et puis revenir au début et que c'est difficile. Parce que, disons-nous la vérité, si mon essentiel était de boire de l'eau, j'ai déjà bu. Le contenu du verre, ça ne me dit absolument rien. Je vais me dire, mais j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je ferai avec la suite? Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas de relations sainement entretenues parce qu'on ne considère pas les étapes. Donc, je dirais que il y a de bonnes relations. Il y a de beaux garçons, de belles filles au Québec qui peuvent faire de belles relations avec des gens, mais on ne respecte pas les étapes comme il les faut. Donc, c'est possible de trouver un grand amour. C'est très possible. Il faut seulement qu'on puisse respecter les étapes. Quand on se voit, on commence par se connaître d'abord. Tu viens d'où? Qui sont tes parents? Quelles sont tes valeurs, tes qualités? Sur base de ça, ça va vous amener à vous connaître beaucoup plus parce que c'est qui tue et vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de séparation ici parce que les gens ne sont pas résilients. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast Ton nouveau chez toi, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui façonnent leur nouvelle vie ici au Québec. Ici, votre animatrice préférée, Esther Bati. Aujourd'hui, on reçoit un homme aux multiples casquettes, un intervenant social, un pasteur, un musicien gospel et un papa engagé. Monsieur Boss Namwira, arrivé au Québec depuis maintenant 12 ans, il a décidé de consacrer sa vie à l'accompagnement et l'accueil de nouveaux arrivants, tout en portant un message d'espoir à travers sa foi et sa musique. Alors, chers spectateurs, préparez vos stylos et vos cahiers parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre. Bonjour, monsieur Boss Namwira. Bonjour, madame Esther. J'espère que vous allez bien. Oh, je vais très bien. Il fait un peu froid dehors, mais ça va. Bon, quand même, moi, je trouve qu'il fait beau aujourd'hui. Ouais. Non, ça va. Le climat change au fur et à mesure, mais on s'habitue déjà, oui. Ah, OK. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que je suis sûre que nos spectateurs ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Évidemment, mon nom, c'est Boss Namwira. Comme vous l'avez dit, je suis intervenant social. Je suis pasteur. Je suis musicien. Je suis conférencier du pratique parentale positive. Oui. En tout cas, je fais tant de choses, mais en bref, je suis papa engagé, comme vous l'avez dit aussi. Ah oui. Je me 2 filles à la maison. Une vient juste d'être née il n'y a pas longtemps, qu'on a eu, elle a 4 semaines maintenant qu'elle a née. Toutes mes félicitations alors. Merci beaucoup. Donc, en bref, c'est ça. C'est ça, moi, au fait, si je pourrais me présenter de cette façon, oui. Ah, OK. Et alors, ça fait 12 ans que vous êtes ici au Québec? Oui, exactement. Ça fait 12 ans que je suis au Canada. Au Canada. Je suis arrivé au Québec en 2021. En 2021. Que nous avions déménagé du Manitoba jusqu'ici. OK. Donc, ça va faire 4 ans, 21, 25, 4 ans qu'on est à Québec ici, oui. OK. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre arrivée? Comment ça s'est passé? Quelles étaient vos impressions? À Québec? Ben, je peux dire au Canada Au et Canada. aussi à Québec. C'est une très bonne question. Je suis arrivé ici en 2013, évidemment, et comme étudiant étranger. Et là, c'est au Manitoba, j'avoue qu'il fait tellement froid. On a moins 40, moins 50 facilement. Okay. Et moi, je suis arrivé au mois de juin. C'était quand même une belle période de l'année où le soleil est au rendez-vous. Mais quelques mois plus tard, ça n'a pas tardé avant de commencer à goûter l'air frais du Manitoba avec le froid. Et c'est ça, j'étais à l'université de Saint-Boniface, là où j'avais fait mes études. Et étant un étudiant étranger à l'époque dans un nouveau pays, il faut s'intégrer. Et évidemment, ce n'était pas facile, mais
je me suis en sorti par la grâce du Seigneur, oui. OK. Et quand vous étiez, genre, dans les pays, est-ce que vous avez des attentes? Tu vois, quand on est quand même au pays, on s'est dit, ben, la vie à l'étranger, tout se passe bien. Ouais, Tu t'es dit, ben, j'aurai l'argent facilement, j'aurai le travail facilement. Est-ce que c'était la même chose ou bien quand vous êtes arrivé ici, quand même, vos attentes ont changé? Évidemment, j'avais le rêve, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque. L'Eldorado, c'était le pays étranger. On disait qu'on pourrait même ramasser l'argent par terre. Je suis venu avec cette illusion, mais en arrivant ici, je me suis rendu que c'est un paradis manqué. Donc, on avait des idées, mais quand on arrive, on n'est pas au paradis, on est toujours sur la terre et qu'il faut travailler pour gagner son pain, il faut se débrouiller. Donc, une fois que je me suis retrouvé au Canada, tout ce que j'avais comme utopie, comme illusion a disparu parce qu'il a fallu faire face à la réalité du terrain. Et ce n'était pas si douce que ça. Ouais, Il fallait quand même se battre pour se retrouver. C'est ça. OK, je comprends. Et aussi, qu'est-ce que vous avez fait pour changer, genre, des milliers? Parce qu'avant, vous étiez à Manitoba et puis vous avez décidé d'échanger pour venir à Québec. Qu'est-ce que ça fait C'est changer vraiment les d'idée? études parce que ma conjointe voulait étudier à l'Université Laval. Et je me suis rendu compte que c'était une très belle opportunité pour elle. Le Canada, partout où vous vivez, c'est pareil. Peu importe la province ou la ville, ce sont les mêmes opportunités. C'était vraiment l'élément moteur qui nous a en tout cas motivés à déménager du Manitoba vers la province du Québec. Ah, OK. Donc, si je comprends bien, vous étiez venu ici en étant célibataire ou bien vous étiez venu avec votre femme? Déjà en couple avec ma femme. Ah, avec parce que votre nous sommes femme. mariés en 2019. Oui. Exactement. Et puis, on a déménagé en 2021. Donc, je suis venu avec elle, ouais. Avec votre femme. Et vous étiez aux études avec votre femme. C'est elle qui était aux études. Mais vous n'étudiez pas. Non, moi, j'étais déjà au travail. Ah, donc, il a fallu qu'elle rentre aux études et puis moi, j'étais déjà au travail. Je m'imagine la vie familiale. Oui, conciliation, genre, famille, travail, école. études. C'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Et alors, quel a été le plus grand défi dans votre adaptation ici au Québec? Bon, normalement, je peux vous dire que cette province a une pression. Les Québécois sont tellement pressés, je ne sais pas pourquoi. Et si le Québécois, vous m'entendez, vous êtes tellement pressés, là. Même en conduisant sur la route, tu te rends compte, ces gens, ils sont pressés. Pourquoi? Même leur façon de travailler, les Québécois sont des travailleurs, mais ils travaillent tellement pressés, plus dur, de telle façon que dans des provinces anglophones, c'est ça que bien sûr que les gens travaillent, mais il y a moins de pression qu'ici. Ici, tout est sous la montre, ça doit se précipiter. Ça, c'était quand même difficile au début, mais après un temps, je me suis dit, en Rome comme les Romains, si les Québécois sont pressés, j'ai commencé à manger la poutine pour m'habituer. Et puis une fois que la dose de la poutine était en moi, ça a ouvert quand même les chemins. Et c'est ça, nous nous sommes habitués à cette pression. Et ça nous a fait en sorte que et puis il faut comprendre les Québécois, les pantoutes, le quoi, donc une façon de pantoutes, les façons de parler. Et ça a pris le temps, mais on s'est habitué, on s'intègre quand même. Ah, OK, donc vous êtes intégré à la façon québécoise. C'était pas vraiment facile, mais quand même vous êtes habitué. Oui, et surtout qu'on mange la poutine régulièrement. Ça quand même, ça fait quelque chose. Ben oui, ça fait quelque chose, mais moi quand même, j'ai la misère avec la poutine. Ah il faut... Moi, vraiment, j'ai la misère toi qui dois avec t'intégrer parce la poutine. Ici, au Québec, là, il faut manger la poutine. Oui, je comprends. Et aussi, qu'est-ce que vous a le plus aidé à vous sentir chez vous, genre, chez vous ici au Québec? En tout cas, une chose que je peux dire, les Québécois sont quand même accueillants. Oui. Là, au moins, je l'ai connoté. Je ne dis pas que vous n'avez pas de faiblesse, vous en avez. Mais ils sont quand même accueillants. Et les gens vont vous accueillir facilement. Essayez quand même de vous intégrer parce que vous pouvez voir que dans la société québécoise, il y a quand même plusieurs organismes qui cherchent à intégrer les gens à tout prix parce qu'il faut parler français pour demeurer au Québec. Donc, ils se rassurent quand même qu'ils aident les gens dans l'intégration. Quand même, cet accueil nous a quand même permis de nous sentir chez nous, ici au Québec. Et en tout cas, cela nous a beaucoup aidés. Ah, OK.
Aussi, en parlant de ton travail, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail d'intervenant? Qu'est-ce qui t'a poussé à cette voie de devenir intervenant social? Parfait. Moi, j'aime vraiment impacter les gens. La relation interpersonnelle est parmi mes forces. Et je me suis dit, étant nouvellement arrivé ici, je vois combien ça prend le temps pour, comme on dit en anglais, the bonding and bridging. Bonding and bridging, comment ça prend le temps pour s'intégrer dans une nouvelle société. So, je me suis dit, si quand même j'ai eu mon temps d'intégration, pourquoi pas ne pas aider les autres à s'intégrer dans la communauté et en plus au niveau de l'école. Parce que intégrer les enfants ou même les adultes en francisation, ça prend tout un sacrifice. So, c'est vraiment l'idée de propulser aussi les autres, de les aider à avoir la lumière au bout du tunnel, que je me suis dit, non, si moi j'ai été aidé pour que je m'intègre, pourquoi pas ne pas remettre l'ascenseur aux autres. C'est vraiment ça qui m'a poussé, le sens au fait qui m'a poussé à aider les gens dans l'intégration communautaire. Ah, ok, là je comprends. Et aussi, concrètement, à quoi consiste votre travail d'intervenant social auprès des nouveaux arrivants? Normalement, nous les accueillons. Quand ils arrivent, nous les accueillons, moi personnellement, au niveau de l'école. Je fais ce qu'on appelle l'interview d'accueil pour justement comprendre le parcours migratoire de la famille. Est-ce que c'est une famille réfugiée, demandeur d'asile, travailleur qualifié, travailleur temporaire? Parce que chaque famille a un statut et une catégorie. Donc, si vous êtes, par exemple, résident permanent, c'est sans votre statut, mais dans quelle catégorie? Est-ce que réfugié ou parrainé ou travailleur qualifié? Donc, mon travail consiste en tout cas de comprendre le parcours et sur base de ce parcours-là, je cherche des éléments essentiel pour aider la personne à s'intégrer en ayant quand même des références sur ce que la personne a vécu. Ah, ok. Et aussi, quels sont les besoins les plus fréquents des immigrants que vous avez déjà accompagnés? Beaucoup plus, c'est les logements. Ils vont se chercher beaucoup plus les logements abordables pour justement, quand on vient juste d'arriver, ce n'est pas tout le monde qui avait un bon poste dans son pays pour amasser ou épargner assez d'argent une fois voyager dans un pays étranger pour se payer du luxe. Donc, d'abord, c'est les logements. Après les logements, nous avons l'intégration au niveau socio-professionnel parce que les gens vont demander où est-ce que je vais travailler, est-ce que mon diplôme va être accepté, qu'est-ce que je dois faire. Socio-professionnel aussi, c'est quelque chose qui est plus demandé et beaucoup plus l'école aussi parce qu'il y a les gens qui vont revoir encore leur diplôme avec la question de chercher des évaluations comparatives. Donc, ils vont soit retourner aux études ou évidemment accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire. C'est vraiment le besoin alarmant. Et est-ce que c'est facile de trouver quand même le logement pour les gens, l'école? Non, pas vraiment. Ça n'a jamais été facile de trouver le logement. Et en plus, si vous êtes nouvellement arrivé, vous n'avez jamais travaillé, pas d'expérience québécoise, on vous demande un endosseur, quelqu'un qui a déjà duré ici, qui a une histoire de crédit et consorts. Donc, ça reste un élément difficile, mais ce que j'aime est que les gens s'entraident. Des amis, de famille, des collègues et consorts, ils s'entraident évidemment pour aider des personnes nouvellement arrivées à s'en sortir au niveau du logement. Ok. Aussi, comment tu arrives à créer les liens de confiance avec des personnes qui arrivent avec des histoires parfois très, très lourdes? Évidemment, c'est très touchant. Et chaque personne a sa particularité. Mais en créant les liens de confiance, d'abord, je me mets au niveau de ces gens-là. Parce qu'on dit même pour comprendre un enfant, il faut se mettre à son niveau. Et là, l'enfant va comprendre que je n'ai pas un adulte que plus grand que moi, mais c'est quelqu'un qui peut... Donc, je sais démontrer aux gens que nous sommes tous des êtres humains et je sais beaucoup plus d'humaniser leur histoire, leur vécu, de leur montrer qu'ils ne sont pas le seul à vivre des situations pareilles. Plusieurs personnes sont passées par là parce que quand on a des familles en provenance du camp des réfugiés et qui ont vécu des atroces, qui ont vécu de tragédies, mais ça arrive. Je sais quand même de particulariser avec confiance en leur montrant que
je vous comprends et je suis là pour vous. Étant donné que tu te laisses disponible, intentionné sur une histoire personnelle de quelqu'un, ça fait en sorte que la personne va créer un lien de confiance avec toi parce que cette personne sait bien que tu es là à l'écoute, et tu comprends ce que la personne a traversé. Ah, ok, je comprends. Et comment je peux demander ça? Parce que, par exemple, il y a une personne qui arrive et la personne vous fait vraiment confiance. Et ça arrive qu'à un moment, vous voulez démissionner ou bien une autre personne qui s'est chargée du cas de la personne démissionne. Comment vous réagissez à travers ça? Parce que moi, je me souviens, je travaille quand même au Cégep, je suis dans un comité local. C'est le comité qui sert aussi à accueillir de nouveaux arrivants, des réfugiés étudiants ici au Québec. Et ça arrive parfois qu'il y a un étudiant qui arrive, il se trouve qu'il fait confiance à d'entre nous, il fait vraiment confiance à la personne, et puis la personne s'est dit d'un moment, non, je suis plus intéressée dans les comités, je décide vraiment de quitter les comités. Mais voyant que la personne qui est venue, le nouveau étudiant, faisait vraiment confiance à la personne, ça vient comme la toucher un peu. Et vraiment, dans ces circonstances, comment vous en prenez avec des cas pareils? Normalement, l'objectif, primo, c'est de chercher à rendre la personne indépendante. Oui. Malgré que je vous accompagne, mais je sais que je ne vous accompagnerai pas d'une manière éternelle. Oui. Donc, étant donné que l'accompagnement se fait, mais je fais à tout prix, ou nous faisons à tout prix, de rendre la personne aussi indépendante du service qu'on donne. Cela veut dire que demain, si la personne doit passer dans une transition avec une autre personne, ça sera plus facile parce que je ne vais pas personnaliser cet attachement. Oui. Donc, dans tout ce que nous faisons comme intervention, on dit aux gens, « Hey, je suis là avec toi, mais demain, comme je peux vous dire, la qualité primordiale des Québécois, c'est de changer des idées quand ils veulent. Oui. Ça ne me tente plus, je m'en vais. Donc, oui. Je montre aux gens que ça peut arriver que demain, ça ne me tente plus, je dois partir et que tu dois comprendre que le restant d'équipe, donc c'est un peu de la résilience pour montrer aux gens, même si moi je quitte, mes collègues ont la même qualité ils peuvent t'accompagner. Donc, on accompagne tout en laissant la personne indépendante. Oui. Parce que si la personne dépend de nous, une fois qu'on n'est pas là, ça crée vraiment ça crée comment on dit, de cœur brisé. Je tenais beaucoup à tel intervenant, mais la personne vient de partir. On ne peut pas s'accrocher à la personne, on s'accroche à la personne de l'organisme. Donc, même si moi, je ne suis pas là, l'organisme continue. Donc, c'est un peu créer la résilience dans l'indépendance quand on fait l'accompagnement. OK, je comprends vraiment. Et aussi, qu'est-ce qui vous motive le plus chaque jour dans votre travail auprès des personnes immigrantes? Oh, les aider. En tout cas, ça me met en joie de voir une personne devant moi qui me pose mille et une questions. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Le fait seulement de donner des réponses, moi, ça me donne la joie. Parce que je sais que la personne considère. Tu sais, c'est pas tout le temps que les gens considèrent ce qu'on dit. Ouais. Mais quand tu te rends compte que quelqu'un a pris un rendez-vous pour seulement écouter, et puis moi, j'ai dit tout le temps, si ma femme savait que les gens payent pour écouter ce que je dis là, elle allait considérer tout ce que je dis. Non, je blague, c'est pas ça. Donc, les gens quand même viennent te voir pour justement écouter ce qui va sortir de ta bouche. Donc, moi, ça me met je dis, j'ai un rendez-vous, la personne a besoin de l'orientation. Ça, c'est comme le sens qui me réveille. Je dis, je vais encore rencontrer quelqu'un qui a une question pour moi et j'aime répondre aux questions et ça me fait du bien. Ça me donne la joie. Mais moi, de mon côté, je trouve ça un peu tough quand même. Pourquoi? Genre, d'écouter les gens, rester seulement là, en train d'écouter les problèmes d'autres personnes, trouver des solutions. Je trouve quand même que c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment facile de trouver des solutions aux problèmes d'autres personnes. Pour moi, je trouve vraiment ça. Mais c'est qu'il faut savoir, au fait, que si les problèmes existent parce que les solutions existent. Et ce qui était problème hier est devenu solution aujourd'hui. Et il faut quelque part qu'il y ait quelqu'un qui va répondre aux questions. Regarde, nous sommes dans ce studio aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a pensé, qui a trouvé une solution. Mais regarde, aujourd'hui, on le fait. Nouveau chez nous, c'est ça? Ben oui, un nouveau chez nous. Nouveau chez nous ici au Québec. Ouais. Aussi, en tant qu'intervenant, comment est-ce que tu accompagnes les gens qui perdent espoir ou se sentent perdus?
Wow. Directement, on cherche un modèle d'appartenance. Donc, si quelqu'un a perdu l'espoir, je vais donner un exemple. Il y a un jour, un jeune qui disait qu'il avait mal à la gorge. Oh, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il disait qu'il a mal à la gorge. Oui. On amène à l'hôpital, on pose des diagnostics, mais il continue à dire qu'il a mal à la gorge. Maintenant, un jour, on lui a posé la question, si tu étais dans ton pays natal, Oui. qu'est-ce que tes parents allaient faire pour guérir le mal à la gorge? Je dis, oh, malheureusement, mes parents ne sont plus en vie. Ce sont eux qui me donnaient le médicament qui m'aidait avec le mal que j'avais à la gorge. On avait compris que le jeune n'avait pas mal à la gorge. Le jeune était dans la dépression du perte de ses parents, cette séparation. Donc, il a fallu poser une question ouverte pour justement comprendre que parfois le problème peut avoir une couleur, mais ce n'est pas ça. En demandant, en ayant un modèle de référence, on peut aller vraiment chercher à la bonne source. Donc, c'est sur base de ça qu'on a su que le jeune souffrait plutôt de l'absence de ses parents et non du mal à la gorge. Donc, le fait d'avoir un modèle, une référence, peut tout de suite aider quelqu'un qui a perdu l'espoir, quelqu'un qui n'a plus l'espoir dans tout ce qu'il fait. Donc, on cherche toujours des modèles référentiels chez vous, dans votre pays, dans votre famille. Qu'est-ce qu'on allait faire pour remédier à ces problèmes? Justement, en ayant un modèle, ça fait en sorte que la personne va se retrouver. Ah bon, ben oui, si j'étais dans mon pays, on allait faire ceci. Ce n'est pas qu'on a la solution magique, mais en ayant un modèle référentiel, ça donne quand même un petit soulagement. Ah, ok, je comprends. Et aussi, quelle est vraiment la différence entre un travailleur social, vous, comme intervenant social, et un psychologue? Parce que c'est presque quand même la même chose, genre. Oui, c'est sûr, c'est que certain que nos interventions tous, c'est avec les êtres humains, évidemment, mais un psychologue beaucoup plus va étudier des cas particuliers. Oui, traiter des psychoses, de maladies mentales et consorts. Va regarder des cas particuliers, tandis que nous, on va aller chercher dans la vie de chaque jour ce que vous vivez, ce que vous faites. Mais le psychologue va aller jusqu'à la source. Comment ceci a commencé et comment trouver une solution à long et à court terme. Mais nous, on va arriver là où vous êtes, on intervient et on continue avec vous. Ok. Aussi, est-ce que la communauté plutôt, joue un rôle genre important dans l'intégration d'une personne? Oh, évidemment, une personne sans sa communauté, il y a un proverbe qui dit que l'homme est né parmi les hommes et il meurt parmi les hommes. Cela veut dire, étant donné qu'on est bien entouré dans notre communauté, on a la solution idéal de notre vie. Il y a des médecins qui ont essayé un jour un nouveau-né, un bébé. Ils ont pris le bébé, ils ont mis le bébé dans la forêt, là où le bébé n'avait pas les contacts physiques humains. Le bébé n'a pas survécu longtemps. Cela veut dire que quand on est dans la société, dans la communauté, le fait d'interagir, de s'entraider, de se poser des questions, de se voir même, de changer, et ça fait en sorte qu'on se sent du bien et ça enlève un peu la solitude. Et on se dit que si j'ai besoin, j'ai quelqu'un à côté de moi, je peux poser des questions. Donc la communauté joue un rôle primordial. Un homme séparé de sa communauté, c'est un homme, je dirais, complètement perdu parce que tu n'as pas de référence. À qui tu vas courir en cas de besoin? Je dis tout le temps aux gens, tu peux avoir ta vie solitaire, personne ne s'inquiète de toi. Tu t'enfermes chez toi du lundi au vendredi, tu ne visites personne. Mais si demain il t'arrive malheur, ce sont les gens de ta communauté qui diront « Oh, telle personne n'est plus là ». Ils vont aller t'enterrer, amener de fleurs, t'entourer. Parce que, j'ai toujours dit, on est souvent, quand on arrive au monde, on est seul. Mais les jours du départ, on ne part jamais seul. Il y a toujours les gens qui vont nous accompagner. Donc, la communauté a sa place. Évitons de vivre en conflit tout le temps avec nos communautés parce qu'on ne sait jamais.
Aussi, avez-vous une histoire, des récits ou un témoignage qui vous a particulièrement marqué dans votre travail? Oui, évidemment. Je plusieurs familles qui sont arrivées tellement déchirées par de tragédies, de la guerre, de séparation. Mais une fois arrivés au Québec, au Canada en général, on les a accompagnés, leur montrer les bienfaits de recommencer à nouveau. Dans la vie, il faut savoir qu'on a toujours, nous tous, nous avons besoin d'une deuxième chance et avoir un nouveau départ. Mais malheureusement, il y a les gens qui ne se donnent pas la chance d'avoir un nouveau départ. Ça peut arriver que la vie n'a pas toujours été morose, la vie ne nous a pas donné tout ce dont on a besoin, mais quand on s'est dit qu'on peut toujours recommencer, on peut toujours avoir un nouveau départ. On dit aux gens, prenez le temps, respirez à fond, reconsidérez que vous pouvez recommencer la vie tout à zéro et rebâtir quelque chose de nouveau et continuer. Donc, on a eu des témoignages quand même de gens qui ça n'allait pas bien dans leur pays. Même à leur arrivée, ça n'allait pas bien. Oui. Mais après un temps, ils ont compris qu'ils sont dans une nouvelle société. Oui. Nouveau monde, de nouvelles perspectives et que les choses sont toutes nouvelles. Et ils ont cherché un point. Il y a toujours quelque part où on commence. J'ai dit aux gens, cherchez ce que vous aimez. Oui. Et comme moi, je dis, au Québec, je m'attache à la poutine. Ça m'a aidé à m'intégrer. C'est un élément essentiel. Oui. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va dire, c'est la guitare, c'est la musique, c'est la lecture, c'est le cinéma, c'est l'aventure de marcher dans la montagne, c'est des sorties, c'est une relation amoureuse. Cherchez quelque chose auquel vous allez vous attacher et cette chose va devenir un élément d'espoir et d'intégration pour une nouvelle vie, un nouveau départ. Ok, je comprends. Quand on dit des relations amoureuses, vous savez qu'ici au Québec aussi, les relations amoureuses, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile d'en trouver. Il y a d'autres qui peuvent dire, des relations amoureuses, ça va m'aider, mais c'est quelque chose qui est un peu aussi compliqué ici. Bon, ça toujours dépend. En fait, c'est une question de valeur. Okay. Nous sommes dans une société où il y a la différence entre la société traditionnelle et la société moderne. Ici, au Québec, pour les gens qui ont vécu la tradition, ici, ils n'ont pas des relations ouvertes. Des relations ouvertes, cela veut dire que tu peux coucher avec qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme ça te tente, sans toutefois consulter ton partenaire. Et ça, c'est la nouvelle société moderne. Tandis que dans la tradition, quand vous êtes en relation, vous avez le devoir de la fidélité. Les uns comme les autres, parce que vous êtes jurés que vous vous aimez. Et quand on aime, on est prêt à pardonner, on est prêt à supporter, on est prêt à faire du bien pour l'autre personne. Donc, ça dépend de la personne avec qui vous êtes dans la relation. Mais j'ai dit tout le temps aux gens, souvent dans cette société, on commence vers la fin et revenir au début. Cela veut dire, vous rencontrez avec personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites de rencontres. Les gens vont se rencontrer et directement, ils vont commencer par coucher ensemble avant de se connaître. Et directement, la relation qui devait commencer d'abord par la connaissance. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Regardez les qualités d'une personne à l'autre, mais ils vont commencer vers la fin et puis revenir au début et que c'est difficile. Parce que, disons-nous la vérité, si mon essentiel était de boire de l'eau, j'ai déjà bu. Le contenu du verre, ça ne me dit absolument rien. Je vais me dire, mais j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je ferai avec la suite? Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas de relations sainement entretenues parce qu'on ne considère pas les étapes. Donc, je dirais que il y a de bonnes relations. Il y a de beaux garçons, de belles filles au Québec qui peuvent faire de belles relations avec des gens, mais on ne respecte pas les étapes comme il les faut. Donc, c'est possible de trouver un grand amour. C'est très possible. Il faut seulement qu'on puisse respecter les étapes. Quand on se voit, on commence par se connaître d'abord. Tu viens d'où? Qui sont tes parents? Quelles sont tes valeurs, tes qualités? Sur base de ça, ça va vous amener à vous connaître beaucoup plus parce que c'est qui tue et vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de séparation ici parce que les gens ne sont pas résilients. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un va avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 relations. Tu vas te marier après 25e relation et puis ce sera comme... Et même le mariage, ne pas citer parce que les gens ne veulent pas de ça. C'est un engagement solennel, légal que tout le monde ne veut pas prendre parce que ça prend des... Donc, si tu t'engages à quelqu'un, ça se voit ouvertement qu'on doit témoigner que c'est fait. Donc, je dirais aux jeunes et aux gens,
de respecter les étapes. Et vous verrez, il y a de bel amour ici. Oui. Il y en a. Ben oui, je comprends vraiment. On va essayer de respecter les étapes. C'est très important. Ouais, et aussi, quel conseil tu peux donner à un enfant, genre un jeune Oui. qui est né ici au Québec, mais quand même, il est dans une famille africaine, mais qui se raconte genre dans un dilemme de culture? Du genre, quand il est à la maison, il est comme africain dans sa communauté, mais quand il arrive à l'école, à l'extérieur, il est entré avec ses amis. Donc, il est comme dans le dilemme culturel. Il sait pas où s'identifier. Il sait pas si vraiment je suis québécois, vraiment je suis, disons, congolais ou bien camerounais. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes? Donc, l'essentiel, d'abord, il faut être authentique. Oui. Il faut garder son identité authentique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même si moi, je suis Canadien, mais d'origine congolais. Oui. Donc, je ne peux pas l'oublier. Et je vais te donner une histoire qui sera drôle, mais c'est important. OK. Ma fille, on regardait une émission à la télé, elle a 5 ans. Oui. Il y a un Congolais qui a passé, puis il a joué, puis les journalistes ont dit « Ah, lui, il est Congolais. » Et puis ma fille a dit « Papa, lui, il est Congolais comme nous. » J'étais comme « Mais toi, tu t'es né ici, Ben toi. oui. T'as rien du Congo. » Je dis « Mais non, papa, moi, je suis congolaise. Donc, même étant au Québec, elle reconnaît qu'elle a quand même des origines. Oui. Cela veut dire essayer de vivre dans cette société tout en sachant que on est chez nous ici. Moi, je dis tout le temps aux gens, cette société, c'est notre société d'accueil, oui. c'est notre deuxième maison. On paye les impôts, on paye les taxes. Nous voulons le développement complet de cette société ou complète, mais de l'autre côté, il y a des valeurs qu'on ne peut pas enlever. Par exemple, la nourriture. Tu me diras jamais que je vais comparer la poutine et le foufou. Le foufou reste naturel et original. Ah oui. Le pondou et du lasagne, je ne peux pas comparer les deux. Naturellement parlant, il y a des éléments qui s'attachent à une culture. Oui. Mais ça fait en sorte que, je dirais à ces jeunes-là, quand tu es avec les Québécois, vis comme un Québécois. Quand tu es chez toi avec ta famille d'origine, vis comme quelqu'un, si tu as évidemment de valeurs, parce qu'il y a des gens qui ont rejeté complètement les valeurs de leur culture. Donc, je dirais, malheureusement et heureusement, c'est une aussi richesse d'avoir deux cultures. Oui. Il y a des gens qui n'ont qu'une seule culture. Ils n'ont pas à faire la comparaison, mais nous avons cette richesse à comparer. Oh, la culture africaine et la culture canadienne. Où est-ce que je me situe? Mais quand on fait le juste milieu des choses, on comprend les dés et on les applique selon les temps et les circonstances. Et ça ne causera pas de problème. Ah, OK. Merci beaucoup pour tes conseils. Bon, parlons maintenant de ton rôle en tant que pasteur. Ouais. Alors, quel rôle la foi ou la spiritualité peut-elle jouer dans le processus d'intégration? Bon, normalement, nous avons tous un élément qui nous motive dans tout ce que nous faisons. Et moi, je dis aux gens, et même dans la politique d'intégration, si quelqu'un te dit que moi, je suis chrétien, on ne dit pas à personne, comme la charte de droit canadien nous donne quand même la liberté de croyance. Ben oui. Donc, on ne dit pas à la personne de ne plus croire ou de ne plus vivre sa religion. Donc, par exemple, pour moi, la foi, c'est parmi les éléments qui me maintiennent, qui fait en sorte que je me sens en paix, en sécurité. Je sais que si ça ne va pas, je cherche la solution avec moi-même, je ne trouve pas, je peux aller prier et Dieu va m'aider. Donc, la foi m'a beaucoup aidé parce que partout les choses, je vais être clair avec ça. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie. Tu as ta part et Dieu a sa part. Oui. Mais quand il s'agit de ce que toi tu dois faire, tu le fais. Et quand tu n'es plus à mesure, la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une société où les gens se suicident tout le temps. Tu regardes le taux de suicide au Québec, les gens qui se jettent sur Pont-Pierre-Laporte, les gens qui... En tout cas, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais la différence entre nous, les chrétiens, c'est parce que au lieu de me suicider, je me dis, je garde d'abord l'espoir. Parce que la chose que je paye aujourd'hui, Dieu peut me la donner demain. Oui. Je garde la pensée positive. Je me dis, pourquoi je vais me tuer si je paye telle ou telle chose? Pourquoi je dois me tuer parce que la relation n'a pas fonctionné? Pourquoi je dois me tuer parce que les gens ne veulent plus de moi? Est-ce que c'est tout le monde qui m'abandonne? Non. Je sais que Dieu est là et il me considère. Ça va faire en sorte que la foi était quand même un élément qui a fait en sorte que
accroche, je suis résilient. Ça ne va pas aujourd'hui, je sais que ça ira demain. Ça ne va pas demain, je sais que après-demain, ça va bien aller. Ça fait en sorte que je me ferai moins de mal. Oui. Et dans mon parcours, évidemment, tenir à ma foi, la conviction, ma croyance m'a aidé à bien évoluer. OK. Je comprends. Et aussi, est-ce que votre mission en tant qu'un pasteur influence votre travail d'intervenant et vice-versa? Je dirais non, parce que même le jour de l'embauche, on m'avait posé cette question. On ne veut pas que tu prêches les gens dans ton travail. J'ai dit, mais je suis professionnel, mesdames et messieurs. Oui. Et je sais comment dissocier la vie professionnelle, la vie familiale et la vie religieuse. Oui. Cela veut dire, à mon travail, je suis intervenant social. À la maison, je suis papa. À l'église, je suis pasteur. Donc, il faut faire en tout cas la séparation de ces éléments parce que nous savons que nous sommes dans une société laïque, qu'on se l'est dit. Même si les Canada en soi, dans son historique, ils ont même un verset biblique, ils reconnaissent une partie de la religion, mais à ce qui concerne la croyance, chaque société, chaque personne peut croire ce que la personne veut croire. Oui. Donc, je n'ai jamais été en conflit parce que je dissocie tout le temps les deux. Quand je suis au travail, j'applique mon travail parce que on m'est payé pour ça. Et quand je suis à l'église, je fais ce que je dois faire. Ah, OK. Aussi, comment l'église ou les communautés religieuses peuvent-elles soutenir les nouveaux arrivants? Normalement, la première chose, c'est être là pour ces gens-là. Oui. Être présent. Parce que les gens pensent beaucoup plus au matériel. Mais je vous dirais que le matériel compte moins que la présence. Oui. Être là pour ces gens. Montrez-vous disponible. Nous sommes dans un pays où les gens sont tellement occupés. Les gens vont te dire que je n'ai pas le temps, je travaille. Mais c'est une question de priorité, en fait. Oui. Que moi, je dirais beaucoup plus la communauté, l'Église, soyez présente. Pour ces gens-là, montrez-vous disponible. L'interaction humaine a toujours surpassé tout autre bien matériel qu'on peut donner. Donc, quand je dis soyez présents, cela veut dire que si les gens vont déménager, ils ont besoin des coups de main. Il y a les gens qui ne savent pas comment conduire, avoir un permis de conduire. Ils peuvent avoir besoin de vous pour faire de petites courses, consorts. Donc, soyez plus présents dans leur vie, c'est plus aidant. Ouais. OK, je comprends aussi de ça. Mais aussi, moi, j'ai une question. Oui. Je ne vais pas dire que c'est personnel. Je suis sûre qu'il y a d'autres qui vont comprendre ma question. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un étudiant qui arrive ici, mais qui a aussi les dilemmes, genre des programmes? Parce que moi, je vais donner l'exemple sur moi. Quand j'étais venue ici, j'avais quand même une idée, j'avais quand même l'idée précise de ce que je veux faire. Mais arrivé ici, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ma technique. Et puis, l'université, je vais faire, après mon travail, je vais quand même travailler un mois après, et puis je vais rentrer à l'université. Je parlais avec mes amis, mais ils ont dit, ma belle, ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle technique? Parce que moi, je voulais faire avant gestion hôtelière. Puis, elle m'a dit, ça c'est quelle technique? Tu oublies là où tu viens. Tu as quand même une grande responsabilité en Afrique. Avec ça, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, mais il y a d'autres programmes qui peuvent donner l'argent. Il y a ceux infirmiers, il y a quand même, ils m'ont cité quand même des programmes qui donnent l'argent. Après, je me suis dit, tant pis, moi, je vais faire ce que je veux. Je vais faire gestion hôtelière et c'est ce que je vais faire. Je parle de ça aussi avec ma tante maternelle. Elle me dit, comment ça, tu vas faire gestion hôtelière? D'après tout, avec la culture africaine, quel homme va te marier en tant que, disons, hôtesse de l'air? Quel homme va accepter ça? Il n'y a pas. Donc, essaie de chercher quelque chose qui va vraiment te garantir vraiment une future qui est meilleure, genre comme être infirmière. Elle m'a donné aussi l'option travailleur social. Tu peux travailler en administration. Donc, tout ça avec les paroles des gens, ça commençait quand même à m'interpeller quelque chose. Quand j'arrivais à la maison, j'ai pensé à ça. Quand même, je me suis dit, quand même, ils disent la vérité. Quand même, c'est vrai ce qu'ils disent. En tant qu'une hôtesse de l'air, peut-être je vais pas gagner autant d'argent. Peut-être aussi, j'aurai pas aussi des maris qui vont accepter ça. Donc, quand même, ça m'a touchée et ça m'a vraiment touchée jusqu'à ce que j'ai décidé de changer de programme. J'ai changé de programme.
Je suis allée à Soins Infirmiers parce qu'ils m'ont dit, à Soins Infirmiers, il y a beaucoup d'argent. Mais je l'ai fait parce que les gens m'ont dit de le faire. Arrivé maintenant là-bas, j'ai quand même beaucoup de difficultés. Beaucoup. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais vraiment stressée. Et après, quand j'ai parlé quand même avec d'autres jeunes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont ces difficultés vraiment des programmes. Ils arrivent ici, ils ont quand même des idées qui sont claires, bien fixes. Mais avec les paroles des gens, ils arrivent à changer directement et ça devient plus compliqué. Genre, en avant, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ces jeunes? Évidemment, quel conseil tu peux leur donner? c'est une question d'influence. Je vais commencer par une question. Oui. Quand quelqu'un meurt, pourquoi les gens pleurent? Parce que la personne va leur manquer. Va leur manquer quoi d'autre comme élément? Je sais pas. Quand quelqu'un meurt, les gens pleurent à cause des attentes. OK. Parce que j'ai des attentes envers toi. Oh mon Dieu, elle allait devenir une infirmière. Oh mon avocate. Oh, je veux pleurer, non seulement à cause de l'amour, mais à cause de l'attente. Mais là, il y a une question entre les attentes que les gens ont envers nous et le valeur que nous avons. Oui. Maintenant, selon les attentes de la culture africaine ou tout le parent, est que si mon enfant n'est pas avocat, ingénieur, infirmière, quoi que ce soit, je perdis. Parce que ce sont des noms et des titres qui donnent plus de valeur dans la société. Et ça, ce sont les attentes. Mais à côté des attentes, il y a les valeurs. Qu'est-ce que toi, tu veux devenir? Oui. Où est-ce que toi, tu trouves ton essence? Où est-ce que toi, tu trouves ta force? Moi, j'ai toujours dit aux gens que même si tu peux te présenter comme un candidat dans un programme de droit, mais si tu n'as pas la capacité de faire cela, peu importe les encouragements des gens, tu ne le feras pas. Parce que ce n'est pas les attentes des gens qui comptent. C'est tes valeurs et tes capacités qui te fera arriver là où tu veux arriver. Donc, le plus grand problème qu'on écoute beaucoup plus, c'est que les gens veulent que nous fassions au lieu d'écouter ce que nous sommes capables de faire. Si devenir hôtesse de l'air est une capacité, une qualité, un rêve pour toi, tu te vois aller dire, oh là là, avec, comment on dit, avec Air Canada, WestJet, je me vois, mesdames et messieurs, maintenant on va porter nos ceintures de sécurité. Si c'est quelque chose que tu aimes, ça te représente toi, mais bon, vas-y. Parce que demain, quand tu ne seras plus dans ce monde, les gens ne vont pas se rappeler. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu connais une comédienne qui s'appelle Anna Kansime? Elle est en Ouganda. Elle a dit, ses parents n'ont jamais voulu qu'elle soit comédienne. Oui. Parce que ses parents voulaient qu'elle soit une avocate. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, papa et maman, je vais étudier pour vous. Elle est partie à l'école. Elle a fini son bac. Elle a amené son bac à la maison. Elle a dit, papa, vous avez voulu que j'ai un diplôme? Voici votre diplôme. Mais moi, je rentre dans ma comédie. Aujourd'hui, elle est connue sur le plan mondial, pas comme avocate, mais comme une comédienne. C'était ça qui était dans son sang. Plusieurs jeunes oublient que les ententes de gens et de parents, ce sont des souhaits. Mais la valeur authentique de ce que tu veux, ce que tu veux laisser comme empreinte sur la terre, viendra de tes propres capacités. Il y a les gens qui ont fait des programmes pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. Ils n'ont pas compris que vous êtes mal orientés. Vous essayez de faire pour plaire aux autres au lieu de faire quelque chose qui représente vos valeurs authentiques. C'est pour cela que les parents ont toujours eu des difficultés à accepter le choix des enfants. Papa, moi, je vais devenir musicien. Ah? Papa, moi, je vais devenir un vidéographe. Quoi? Quoi? Comment vidéographe? Mais papa, c'est ce que j'aime faire. Ça me tue vraiment au cœur. Donc, le jeune n'ont pas voulu bâtir, n'ont pas su comment bâtir leur empire parce qu'ils tenaient beaucoup aux commentaires et aux valeurs des autres. Sur le plan professionnel, je sais qu'on a des conseillères et conseillers en orientation dans chaque cégep université qui peuvent nous orienter par rapport à nos choix. Et même à ce niveau-là, ils vont te poser la question: qu'est-ce que tu es capable de faire? Moi, j'ai dit aux gens, allez toujours chercher les choses que les gens vont te dire. Ah, on voit que toi, tu me parles beaucoup. Tu parles bien. Toi, ça, c'est... Donc, quelque part, les gens nous disent déjà nos capacités sans les savoir. Et quand bien même les gens ne nous disent pas ça, dans nos savoir-faire, tu vas te rendre compte que depuis que tu es enfant ou petite,
ou petit, il y avait des choses que tu aimais faire beaucoup plus. Je suis sûr et certain que le monsieur qui monte ces vidéos, on fait depuis longtemps, il aimait faire ça. Naturellement, il aimait jouer avec les électros, jeux vidéo, mais il s'est rendu compte que cela est devenu une passion. Et aujourd'hui, là, il a construit un studio, il fait ce qu'il aime et ça lui fait du bien. Donc, c'est ce que les jeunes doivent chercher. Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur? Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? Et dans ça, trouver une profession, une carrière et avancer. Les attentes et les souhaits seront toujours là. Mais quelle est ta réalité? OK. Je ne sais pas si... Je comprends. Mais aussi, qu'est-ce que tu peux dire à ces parents qui ne veulent pas accepter que leurs enfants puissent faire leur choix? Parce qu'il y a quand même la responsabilité des parents dans ça. Parce qu'il y a d'autres parents, comme tu l'as dit, quand tu veux faire quelque chose, ils sont contre avec ça. Alors que toi, tu trouves que ça me fait du bien. Ça, c'est comme ma passion à moi. Qu'est-ce que tu peux dire à ces parents qui ne veulent pas que leurs enfants puissent faire leur choix des carrières professionnelles? Évidemment, la réponse sera simple, claire. C'est sûr et certain que il y a le devoir que nous avons envers nos parents. Oui. Et c'est vrai qu'il y a, je dis toujours, il y a les droits de l'enfant et il y a le devoir de l'enfant. Oui. Donc, dans le devoir, j'ai le devoir de respecter mes parents. Oui. Avec tout le respect, je vais aller vers mes parents. Moi, je vais donner mon exemple. Oui. Mon père n'a jamais soutenu mon talent de musique. Oui. Jamais. Il disait tout le temps, tu vas devenir un voyou. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire autre chose. Mais un jour, quand je suis rentré au pays en 2020 et j'avais fait un concert, mon père était assis au premier banc. Il était le premier et il disait, oui, c'est mon fils. J'ai dit, ben, toi, là, t'as changé. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire, il a compris que non seulement que je ne le faisais pas comme un jeu d'enfant, j'étais sérieux. J'ai dit, c'est vrai que la musique n'est pas mon gagne-pain, mais j'aime ce que je fais. J'aime faire ça. Et au fur et à mesure, les gens vont finir par te comprendre et t'accompagner. Parce qu'ils vont voir, c'est une question d'influence. Il y a les gens qui sont facilement influençables. Papa peut te dire, mon fils, moi, j'aimerais que toi, tu sois un businessman. Voici, va étudier l'administration des affaires. Il dit, papa, je n'ai pas la tête pour la comptabilité. Ça n'entre pas. Il dit, mais vas-y, moi, j'ai l'entreprise. Non, tu dis, papa, clairement, je respecte ce que vous faites. Mais moi, de mon côté, j'aimerais être un professeur en éducation physique. Moi, j'aimerais devenir athlète. J'aimerais devenir médecin. J'aimerais devenir quelque chose d'autre qui ne pas peut-être dans le souhait et les attentes que tu avais, mais ça va me faire du bien. Parce que qu'est-ce qui compte? Avoir un enfant épanoui ou avoir un enfant frustré qui répond aux attentes de ses parents? Je pense que les parents pourraient ou peuvent choisir avoir un enfant très épanoui, parce que dans ton épanouissement, tu vas faire ce que tu aimes et tu feras ta vie dans ça. Soyons clairs avec nos parents. Faut pas le cacher, la vérité. Je comprends. La vérité blesse. Elle est têtue, mais elle aide. Ben oui, je comprends quand même. Est-ce que si tu peux nous parler de ton parcours musical? Comment la musique est-elle entrée dans votre vie? Oui, j'ai commencé à chanter depuis que j'étais petit. Comme, je dirais tout ça que tous les musiciens vont dire. Mes parents chantaient, après ça, je pas ça. Mais en réalité, mon grand-père chantait, et puis ma maman aussi aime chanter. Mon papa, je ne l'ai jamais vu chanter. Mais c'est sur base de ça, quand même, je suis grandi avec, je dirais, ce temps-là, je m'ai chanté à l'église, à la chorale. Et après un temps, cela a continué à se développer en moi. Et il y a un temps même que je créais des groupes de musique et consorts, jusqu'à ce que je me sens du bien. J'aime la plume, j'aime écrire des chansons, j'aime chanter. Quand je passe des moments difficiles, comme je dis, moi, c'est la musique. La musique n'est pas pour moi un talent, mais c'est vraiment une thérapie. Je me retrouve là-dedans. Quand tu as des déceptions amoureuses, quand on était jeune, moi, je vais recourir à la musique. Je vais écouter, ça va m'aider. Mais c'est ce qui fait en sorte que les gens ne savent plus ce qu'ils aiment. On est tellement mélangé avec les goûts, on ne sait plus ce qu'on aime. Et donc, c'est ça. J'ai commencé à chanter depuis que j'étais petit et je me suis vu évoluer. C'est ça que je ne suis pas devenu une star, mais j'aime mes chansons. Ça, je peux te le dire. Chaque chanson que je chante, ça me parle d'abord moi. Et même si je cherche une consolation, je vais écouter d'abord mes chansons.
Ça va me prêcher, ça va m'éduquer avant de toucher une autre personne. Donc moi, je me dis tout le temps, même si mes chansons n'arrivent pas à toucher tout le monde sur la terre, Oui. mais quand je m'écoute, je me sens bien. Et je dis, une fois que je partirai sur la terre, les gens écouteront, ah, mais c'est Messier pensé quand même. Donc c'est pour cela que j'ai commencé à chanter depuis que j'étais petit. OK. Est-ce que la musique a été un outil d'intégration pour vous ici Oh au Québec? oui, beaucoup, beaucoup. Oh, quand je suis arrivé en 2021, je fais un concert tout de suite dans une église de la place parce que j'ai tellement aimé chanter. Puis j'avais composé une chanson qui s'appelait La Mélodie d'amour. Okay. Et sur base de la mélodie d'amour, de mon amour avec Dieu. Ça, il faut être très clair. Ma chérie, c'est pas toi, c'est mon amour avec Dieu. Avec Dieu. Ouais, faut pas penser, t'es jalouse. C'est parle Dieu. pas de toi, je parle de Dieu. OK. Donc, c'était la mélodie d'amour. En tout cas, c'était une belle chanson quand même qui m'a permis de me reconnecter encore avec Dieu. Sur base de ça, je fais un petit concert ici. Et depuis ces jours-là, je me suis rendu compte que je continuais à chanter. Ouais, c'est ça, ça m'a aidé quand même à m'intégrer. Oui. Parce que j'ai sorti plusieurs chansons. Aimons-nous vivants, ici à Québec. Le Dieu tout près, Aimons-nous vivants, Chrétien caméléon. Quoi d'autre? En tout cas, je commence à oublier, mais j'ai sorti quand même quelques titres. La grâce du ciel, quelques titres ici à Québec. Oui. OK, donc si on part sur YouTube, on va avoir vos Évidemment, si vous partez sur YouTube, vous allez voir quand même, il y a quelques chansons. Ouais. OK. Aussi, quel conseil donneriez-vous aux parents immigrants qui veulent transmettre leur culture tout en s'intégrant à la culture québécoise? Bon, la première question, le parent, commencez par vous intégrer d'abord. Donc, si vous êtes intégré ici, ça va vous permettre de bien passer le message. Parce qu'il y a ce qu'on oublie, au fait, si on ne s'intègre pas à la nouvelle culture, même passer le valeur de l'ancienne culture ou notre culture de base, ça sera difficile. C'est pour cela que les enfants sont acculturés. Donc, ils vont copier totalement les éléments de la nouvelle culture parce que les parents n'ont pas laissé la chance aux enfants d'avoir le deux. Je m'explique. Si moi, je vais montrer à mon enfant que, par exemple, on ne parle pas quand une autre personne parle dans notre culture, Oui. c'est respectueusement. Mais quand je vais chercher le même élément dans la culture québécoise, oui, aussi, dans le respect, on ne peut pas parler deux personnes au même moment. Oui. Ils ont aussi cet élément dans cette culture. Mais il faut d'abord comprendre. Mais plusieurs parents vont d'abord juger cette culture, la nouvelle culture, avant même de la connaître. Ça va faire en sorte qu'ils vont chercher à inculquer seulement à leurs enfants le valeur de leur culture de base, sans toutefois faire allusion à la nouvelle culture. Maintenant, étant donné que les enfants se sont intégrés à la nouvelle culture, c'est vrai qu'on mais papa, tu me parles de ça. Moi, je suis plus en Afrique, je ne vis pas ça. Mais dans la nouvelle culture, il y a le même élément, mais présenté sous une autre forme. Donc, je dirais aux parents, commencez d'abord à vous mettre à jour, à vous intégrer dans cette culture, bien sûr en gardant votre propre culture, ce qui vous permettra d'avoir deux modèles. Quand vous allez enseigner votre enfant, vous allez dire clairement, un enfant québécois ne gifle pas son papa. Et dans notre culture aussi, un enfant ne peut pas gifler son père. Oui. Donc, nous avons le même valeur, mais il faut les comprendre pour bien le transmettre. Okay. Donc, je dirais aux parents, commencez par vous mettre à jour dans cette nouvelle culture pour continuer à inculquer les valeurs de votre propre culture. OK. Et aussi, quel rôle joue la famille dans le processus d'intégration, selon vous? La famille joue un rôle très capital. Okay. Quand on a une famille, on a une base. Okay. Parce que si ça ne va pas, tu as quelque part où recourir. Les gens que j'ai côtoyés ou que j'ai accompagnés qui n'ont pas de famille ici, ils étaient beaucoup dans la solitude. C'est ce qui va rejoindre la question que vous aviez posée sur la communauté. Donc, c'est ça, les gens qui n'ont pas de gens, on les envoie tout le temps vers la communauté. Mais quand vous avez une famille, parce que la famille va vous soutenir, à tout le temps que ça ne va pas, papa et maman ou grand frère, petit frère ou petite sœur, grande sœur, sont là quand même. Vous savez, le sang parle beaucoup plus que de l'eau. Quand vous avez quelqu'un de votre sang qui est ici, ça joue bien. Mais j'ai un point de vue malheureux parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à se séparer facilement. À cause des conflits, tu vois, le frère qui ne se parle pas, quelqu'un qui ne parle plus à ses parents. Moi, je dis tout le temps aux gens,
peu importe le niveau des conflits que vous pouvez avoir. Et je le disais dans une petite vidéo que j'avais fait, j'ai dit aux enfants, vous allez pleurer un jour sur les tombes de vos parents pour dire, papa et maman, j'avais encore plusieurs questions à vous poser, mais vous me quittez si tôt. Et pourtant, que quand ses parents étaient en vie, vous ne les communiquez pas, vous n'appelez même pas, vous ne les soutenez même pas, mais quand ils ne sont plus en vie, c'est là où vous voyez leur valeur. Moi, je disais aux gens, aimons-nous vivants, cherchez à comprendre la valeur de ta famille tant que les membres de ta famille sont encore là. Car c'est parce que c'est aujourd'hui que le cœur bat. Demain, ça sera trop tard. Donc, la famille dans l'intégration joue un rôle très capital parce que il y a les gens qui te connaissent bien, les gens qui t'aiment bien, les gens qui t'ont élevé et ils sont là avec vous. Et c'est comme notre pilier, notre élément de base. Donc, en bref, la famille joue un rôle très capital. Si vous avez une famille, aimez vos familles, chérissez vos familles, c'est important. Ah, merci beaucoup. Et enfin, avec votre 12 ans d'expérience ici au Canada et partout ailleurs, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vient d'arriver ici? La première des choses, il ne faut pas commencer par prendre une voiture de crédit de 40 000. C'est qu'on fait tout le temps. Il faut faire attention. De deux, éviter la comparaison. La comparaison n'est pas raison, mais celui qui se compare s'assure. Ne te compare pas à chaque personne que tu vois. On n'a pas tous le même parcours. Il y a quelqu'un qui va arriver aujourd'hui, va se comparer avec quelqu'un qui ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que la personne est là. La personne a déjà subi le sacrifice, il a payé les prix pour son intégration. Mais toi, tu arrives tout de suite. Comme j'ai donné l'exemple de la voiture, quelqu'un va venir, parce qu'on accepte mon crédit, je prends une voiture à 50 000. Hey, tu te bloques déjà. Parce que si tu auras d'autres projets plus tard, tu vas te rendre compte que ce n'était pas à ça que j'allais commencer. Le carte de crédit. Il faut faire attention avec des cartes de crédit parce que les gens prennent des cartes de crédit sans avoir même la conscience de quoi il s'agit. Et cela abîme leur crédit tout en arrivant. Le téléphone. Les gens prennent le téléphone, ils oublient de payer. Ils pensent qu'on peut seulement appeler et puis les anges au ciel vont payer l'argent vers la fin du mois. Et ils oublient que c'est une responsabilité. Donc, quand quelqu'un qui vient d'arriver, je dis tout le temps, de commencer par comprendre tes responsabilités. Je dis, j'arrive dans cette société, quelles sont mes responsabilités? De deux, qu'est-ce que le système me présente? Nous sommes dans une société où on donne tout à crédit. Ce n'est pas parce que en Afrique, tu ne payes pas tes dettes qu'ici, tu vas faire la même chose. Si tu le fais, évidemment que le système va s'occuper de toi. Donc, c'est pour dire que, moi, je dis aux gens, commencez par comprendre. C'est comme quelqu'un qui veut... Si je vais conduire votre voiture, c'est une voiture que je ne connais pas. Donc, je dois commencer d'abord par la connaissance de la voiture. Où se trouve la clé, arranger le miroir, regarder les rétroviseurs. Une fois que j'ai dit, tout est beau, là, je peux m'en aller. C'est la même façon pour quelqu'un qui vient d'arriver. Commencez d'abord par comprendre les systèmes, le milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que tout est beau, mais tout n'est pas agréable. Il faut chercher à savoir the want and need. Il faut savoir la différence de ça et ça peut permettre à quelqu'un de bien s'intégrer. OK. Bon, merci beaucoup, Monsieur Boss Namwira, pour ces beaux vérités et d'inspiration et des partages que vous nous avez donnés aujourd'hui. Merci pour les conseils. Merci. On est là, on a compris et on va les mettre en pratique. On va vraiment les mettre en pratique. Et merci aussi encore d'avoir accepté notre invitation de venir partager avec nous votre intégration, votre travail, tout ça. On vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci aussi de m'avoir accueilli. C'est vraiment un grand plaisir. Merci. Je ne sais pas si pour finir, je peux placer un mot. En fait, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir bientôt. J'en profite. Il faut en profiter tout le temps. Et le livre parle du pardon qui donne la vie. C'est ça le titre, le pardon qui donne la vie. Évidemment, je parle pour justement montrer aux gens combien nous pouvons vivre un pardon sincère pour éviter des conflits et des rancines dans nos familles, dans notre société, dans notre communauté. Et je dirais aux gens que, attendez, très bientôt, vous allez voir que l'élément le plus important dans la vie n'est pas seulement l'argent, mais c'est un cœur sensible au pardon. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers auditeurs aussi. Merci de nous écouter.
N'hésitez pas à partager, liker notre podcast et aussi laisser des commentaires. Et nous tous, on a compris, on attend les livres, les pardons qui donnent la vie. Merci beaucoup à vous. Le balado Ton Nouveau Chez Toi est soutenu par le Forum Jeunesse Afro-Québécois dans le cadre du projet Initiation à l'engagement citoyen et au leadership. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Service Jeunesse Canada.